Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on a vu dans le premier cours sur l'immunité et l'immunopathologie, dans le premier chapitre généralité sur l'immunité, on a vu d'abord un film qui compare un peu le système militaire d'un pays avec le système immunitaire du corps. Et donc ensuite, on a donné quelques définitions, donc ce que c'est que l'immunité, ce que c'est que le système immunitaire, et que la première chose que le système immunitaire fait, il reconnaît spécifiquement le pathogène et il cherche à l'éliminer. Alors, les pathogènes qui peuvent être des virus, des bactéries, des champignons, des parasites, etc. Alors, donc, notre système immunitaire, il a trois fonctions principales qui sont d'abord la définition de l'individu. Donc, il va identifier les cellules du corps qui ont une seule identité par le système HLA ou bien par le CMH. Il reconnaît d'abord les signaux étrangers du non-soi. Ça veut dire le non-soi, ce sont donc les cellules qui ne font pas partie du soi, ça veut dire les cellules étrangères, les micro-organismes, et ils vont donc les cellules qui sont étrangères vont être rejetées. Et donc rejetées, et il y a aussi une organisation de la défense d'une immunité particulière pour l'antigène. Alors, dans ce deuxième cours, on va voir les différentes lignes de défense du corps. Alors, ces différentes lignes de défense qui sont donc des barrières externes qui vont empêcher les micro-organismes de rentrer dans notre corps. Alors, nous savons que nous vivons dans un univers peuplé de micro-organismes qui nous entourent partout. Donc, ces micro-organismes se trouvent partout où nous sommes. Ils se trouvent dans l'air que nous respirons. Il se trouve sur les objets que nous utilisons chaque jour. Il se trouve dans l'eau que nous buvons, dans les rivières, dans les mers, dans les ruisseaux, et dans toute l'eau qui nous entoure. Il se trouve également sur notre peau, parce qu'il se trouve dans l'air, donc il se dépose sur notre peau. Il se trouve sur les aliments que nous mangeons, etc., etc. Donc, ces micro-organismes nous entourent partout et nous baignons dans un milieu qui est plein de micro-organismes. Alors, ces micro-organismes, certains sont pathogènes. Sont pathogènes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent causer des maladies mortelles. Donc, ils sont incontrôlables parce qu'ils peuvent causer des maladies mortelles. Et ensuite, en plus, ils peuvent également sécréter des substances toxiques qui s'appellent des toxines qui peuvent être mortelles. D'accord? Alors, on a quelques exemples de ces bactéries. Des exemples, donc la bactérie du choléra qui sécrète une toxine qui est très dangereuse et qui peut être mortelle, la toxine du choléra. La bactérie de la salmonelle également qui sécrète des toxines qui sont mortelles. Et là, d'autres bactéries que nous verrons plus loin. D'accord? Alors, donc nous avons donc des micro-organismes qui sont pathogènes, d'autres qui ne sont pas pathogènes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mortels, ils ne sont pas provoquer de maladies. Alors certains nous protègent contre les pathogènes. Alors certains micro-organismes qui se trouvent à l'intérieur de nous protègent contre les pathogènes qui sont dangereux. En plus, ils peuvent aussi produire des enzymes qui vont participer dans la digestion. Donc on va voir dans un chapitre, si on a le temps, que ces micro-organismes qui ne sont pas pathogènes, ils sécrètent jusqu'à 99% des enzymes qui sont nécessaires dans la digestion. Alors, nous avons donc comme exemple les bactéries de la flore intestinale qui sont indispensables dans la digestion, comme je vous ai dit. Ils peuvent sécréter jusqu'à 99% des enzymes de la digestion. Dans la protection contre les pathogènes, alors ce sont donc des microbes qui nous protègent contre les microbes pathogènes qui viennent de l'extérieur et qui participent également dans l'immunité du corps. On va voir que ces bactéries, ils vont influencer l'immunité, ils vont donc renforcer l'immunité de notre corps et ils s'installent dès la naissance ces micro-organismes. Il se trouve également, vous avez aussi des bactéries qui se trouvent dans le tractus urogénital chez la femme.
Alors, la première ligne de défense qui est capable d'empêcher l'entrée des micro-organismes dans la plupart dans le corps, nous avons cette ligne de défense, elle est capable d'empêcher l'entrée de la plupart des agents pathogènes dans notre corps. D'accord? Alors, nous avons donc, c'est un tableau qui est en anglais, mais je vais l'expliquer un peu. Vous avez ici dans l'axe des abscisses les phénomènes mécaniques, donc les barrières mécaniques physiques, barrières chimiques, biochimiques et physiologiques, et vous avez une barrière microbiologique et immunologique. Alors, nous avons d'abord la peau, le skin, la peau, l'intestin, les poumons, les yeux et le nez. D'accord? Alors, nous avons au niveau des barrières mécaniques, elles se trouvent dans l'épithélium. Donc, c'est l'épithélium, la jonction entre les cellules épithéliales. Vous avez, donc, c'est une protection mécanique, c'est une barrière mécanique. Et vous avez également donc un flux longitudinal d'air qui se trouve au niveau de la peau et au niveau au niveau de l'intestin. Vous avez au niveau des poumons, vous avez des mouvements des cils qui sont des mouvements donc mécaniques qui empêchent qui éliminent les micro-organismes. Au niveau des yeux, au niveau du nez, vous avez les larmes, vous avez les liquides nasaux. Donc tout ça, ce sont donc les barrières mécaniques qui se trouvent dans les 4 grandes organes. La barrière chimique et biochimique et physiologique, vous avez des acides gras, également, il y a certains acides gras qui sont antibactériens. Vous avez le pH au niveau de l'estomac qui est aux alentours de 1, qui est très acide, donc il tue la plupart des micro-organismes. Vous avez également des enzymes comme la pepsine au niveau de l'estomac. Donc tout ça, c'est au niveau de l'intestin. Au niveau des poumons, il n'y a rien. Au niveau des yeux, vous avez les enzymes des lysozymes qui se trouvent dans les larmes. Dans la barrière microbiologique et immunologique, nous avons la flore intestinale, qui est capable d'empêcher, de combattre contre les micro-organismes externes. Alors, on va détailler un petit peu ça. Alors, la barrière anatomique physique qui est une barrière cutano-muqueuse. Cutano, qui est relatif à la peau, muqueuse, qui est relative à la muqueuse. D'accord? Alors, la peau, vous avez le derme et l'épiderme. Vous avez donc le derme et l'épiderme qui sont donc une barrière physique qui empêche les micro-organismes de rentrer. Ces micro-organismes peuvent rentrer quand il y a une blessure, quand il y a une brûlure. Là, ils peuvent rentrer, mais si la peau est intacte, c'est une barrière et les micro-organismes ne peuvent pas rentrer. Vous avez les muqueuses. Alors, les muqueuses qui se trouvent dans la surface d'échange entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, ce sont donc des muqueuses qui permettent les échanges entre l'extérieur et l'intérieur. Ils produisent des sécrétions comme les larmes, comme le mucus, la salive, d'accord, qui sont des barrières protectrices bloquant l'adhésion des micro-organismes aux cellules épithéliales. Alors, les muqueuses qui se trouvent dans ces surfaces d'échange entre l'extérieur et l'intérieur, vous avez une sorte de mucus, ce mucus qui est très visqueux et qui empêche la fixation ou l'adhésion des microbes sur les cellules épithéliales parce que s'ils se fixent sur les cellules épithéliales, ils peuvent rentrer à l'intérieur. Ça, c'est la première barrière qui est la barrière cutano-muqueuse. La deuxième barrière, la barrière microbienne, c'est comme la flore intestinale, la flore vaginale. Donc, cette flore microbienne, elle inhibe l'installation et la croissance des germes pathogènes. Donc, elle inhibe la fixation, l'installation des microbes et des pathogènes et aussi leur croissance parce que s'ils se fixent, ils peuvent commencer à se multiplier. Donc, cette barrière microbienne va empêcher l'adhésion et la croissance de ces pathogènes. Exemple, chez la femme, l'invasion de l'appareil urogénital est stoppée par des bactéries saprophytes qui produisent de l'acide lactique, c'est un acide élaboré
par le métabolisme du glucogène sécrété par l'épithélium vaginal. Alors cet acide lactique va empêcher ces micro-organismes de se fixer sur l'épithélium vaginal. Troisième barrière, qui est la barrière physiologique, biochimique, c'est une barrière naturelle. Alors, ce sont donc des barrières, qui stoppent les micro-organismes, donc qui stoppent les micro-organismes physiquement ou les détruisent chimiquement. Ou bien ils les stoppent physiquement, de façon physique, ou bien ils les stoppent de façon chimique. D'accord? De façon chimique. D'accord? Alors, cette barrière physico-chimique, vous avez d'abord la température corporelle. Vous avez donc la 37 degrés, c'est une température qui peut tuer pas mal de micro-organismes. Vous avez le facteur pH, le pH 1 donc de l'estomac, qui est un pH très acide et qui tue la plupart des micro-organismes qui rentrent par l'appareil digestif. Vous avez les facteurs solubles comme les lysozymes et les lactoferrines, les lysozymes qui se trouvent dans les larmes, dans la salive, et la lactoferrine. Et vous avez également certains acides gras qui peuvent tuer pas mal de micro-organismes. Enfin, vous avez la barrière immunologique, qui est une composante humorale. Quand on dit une composante humorale, ça veut dire une composante qui fait intervenir des anticorps. Alors, vous avez des protéines du complément, on va voir ça par la suite, qui peuvent faire la lyse des micro-organismes, qui peuvent détruire les micro-organismes, qui peuvent faire l'opsonisation. L'opsonisation, ça veut dire la facilitation pour détruire les micro-organismes, et qui peuvent activer aussi les mastocytes qui interviennent dans la protection de la peau. D'accord? Et vous avez également des colectines, qui sont des lectines pouvant se fixer sur des polysaccharides. Ce sont donc des lectines qui peuvent se fixer sur des polysaccharides, des MBL, mannose binding lectines, des protéines associées aux surfaces SPA, SPD, qui permettent l'agglutination des micro-organismes et leur élimination. Alors, vous avez donc les protéines du complément, donc vous avez donc les composantes humorales, les protéines du complément qui circulent dans le sang, et vous avez également des colectines. Alors, ces colectines qui sont donc des lectines qui peuvent se fixer sur des sucres membranaires de certaines bactéries et qui peuvent les détruire. Vous avez ici un schéma qui vous donne un exemple de colectine, donc des blocages de pathogènes, augmentation de la phagocytose, SPA, MBL, SPD, et qui peuvent activer également le complément. D'accord? Et vous avez également les molécules, donc la troisième chose, après ces lectines et après ces protéines du complément, vous avez les molécules de l'inflammation. Alors, vous avez les protéines C, molécules de l'inflammation, vous avez les protéines C réactives, les PCR. Ce sont donc des protéines qui sont sécrétées quand il y a une inflammation. Ce sont des protéines du foie. Donc, d'ailleurs, c'est un indicateur de l'inflammation, le PCR. Vous avez des cytokines, on va voir ça, ce sont donc des substances chimiques qui sont sécrétées par l'immunité. Vous avez les NO, le monoacide d'azote. Vous avez les prostaglandines, vous avez les kinines, les leucotriènes, les C5A, C3A composants des protéines du complément, on va voir tout ça. Vous avez l'histamine qui est un produit inflammatoire sécrété pendant l'inflammation, etc. Donc, ce sont donc des molécules de l'inflammation qui peuvent également participer dans la défense immunologique, la barrière immunologique du corps. Donc, nous avons ces 4 grandes barrières qui peuvent protéger le corps. D'accord? J'espère que c'est clair. Alors, le système, alors je vous rappelle tout de suite, on va faire une plateforme et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer donc des questions sur la plateforme ou bien sur mon compte personnel et je peux vous répondre directement donc à vos questions. Alors, la troisième chose qui est aussi, le troisième chapitre, qui est le système immunitaire.
Alors, on a vu que le système immunitaire est l'ensemble de réactions qui nous protègent. C'est l'ensemble donc de réactions qui nous protègent et qui ont pour but de nous protéger contre les agressions. Alors, le système immunitaire qui désigne l'ensemble des organes et des... Donc, excusez-moi. Donc, le système immunitaire qui désigne l'ensemble des organes et des molécules de l'organisme responsable de l'immunité et qui peuvent donc nous permettre la protection contre les maladies infectieuses. Donc, l'immunité qui est l'ensemble des réactions qui a pour but de nous protéger contre les agressions, qui a donc deux composantes importantes. Donc, l'immunité, vous avez l'immunité non spécifique, ou bien ça s'appelle également l'immunité naturelle ou bien l'immunité innée. Vous avez la deuxième composante qui est l'immunité spécifique ou bien l'immunité acquise ou bien l'immunité, bien sûr, spécifique ou adaptative. D'accord? Donc, spécifique ou adaptative. D'accord? Alors, d'abord, donc l'immunité non spécifique ou naturelle. Donc, vous avez ici un petit schéma qui représente ici un corps humain, d'accord? Une infection, quand elle va rentrer à l'intérieur de l'organisme, ça veut dire qu'il va franchir la barrière, l'une des barrières physiques, surtout la barrière cutané-muqueuse, elle va rentrer dans l'organisme, donc ces micro-organismes vont rentrer dans l'organisme. Donc, il y a deux possibilités. Ou bien, ils vont être détruits par l'immunité naturelle que nous possédons. Immunité naturelle, ça veut dire une immunité que nous avons dès notre naissance. On est avec cette immunité. Ou bien, ces microbes vont aboutir à une maladie. D'accord? Alors, cette maladie, ou bien donc, si elle persiste, cette maladie, il y aura donc une simulation d'une immunité qui s'appelle l'immunité spécifique. Alors, cette immunité spécifique, ça veut dire qu'il va être spécifique pour l'antigène. Ça veut dire pour le virus de la grippe, il y aura une immunité qui est spécifique pour la grippe. Pour le virus du sida, il y aura une immunité qui est spécifique pour le sida. Pour une immunité contre le Covid qu'on a actuellement, il y aura une immunité spécifique contre le Covid. Donc, ce sont donc trois immunités qui sont différentes. D'accord? Donc, cette immunité spécifique, ou bien elle va aboutir à la guérison, et quand elle va aboutir à la guérison, il y aura donc des cellules mémoire qui vont rester dans le corps, des cellules des mémoires immunitaires, donc ça s'appelle la mémoire immunitaire spécifique, qui va rester dans le corps et qui va permettre de nous protéger des fois toute notre vie. Ça veut dire que si on est vacciné par exemple contre par exemple contre la rougeole, on va avoir une immunité toute notre vie contre la rougeole. Donc ça veut dire qu'on va pas tomber malade une deuxième fois avec la rougeole. Ça veut dire que si le même virus qui est là, qui rentre une deuxième fois, il va rencontrer cette mémoire immunitaire et qui va permettre directement la guérison sans qu'il y ait de maladie, qui va permettre directement de détruire ces micro-organismes sans aboutir à une maladie. Ça veut dire, d'accord? Donc ça, c'est l'immunité spécifique. Alors, je répète rapidement. Alors là, c'est l'immunité naturelle quand un microbe rentre dans l'organisme. Alors, ce microbe-là, donc, ou bien il va être détruit par l'immunité naturelle que nous possédons et que nous allons détailler par la suite, ou bien il va aboutir à une maladie. Alors, cette maladie, elle va durer un certain temps, le temps que l'immunité spécifique va démarrer. Donc, c'est le deuxième type d'immunité qui va démarrer. Elle va aboutir à la guérison, d'accord? Et on va avoir donc des cellules mémoire que quand le microbe rentre une deuxième fois, une réinfection, là, donc il va être détruit directement sans aboutir à une maladie. Ça veut dire qu'on va avoir une protection contre la maladie qui va durer toute notre vie. Alors, on a quelques définitions. Quand un agent infectieux rentre dans l'organisme, il va déclencher une immunité naturelle. Donc, cette immunité naturelle qui va être déclenchée. Si le micro-organisme n'est pas détruit, il va avoir, donc ça c'est le résumé du schéma, on va avoir donc une
autre immunité qui s'appelle l'immunité spécifique qui va démarrer pour détruire le micro-organisme et mise en place de ce qu'on appelle des cellules mémoire ou bien des mémoires immunitaires qui va permettre de nous protéger toute notre vie et acquisition d'une immunité spécifique contre ce germe pour plusieurs années, voire toute la vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette immunité qui va durer toute la vie. Alors, l'immunité naturelle se développe toujours de la même façon, hein, d'accord? L'immunité naturelle. Donc, de la même façon, ça veut dire que n'importe quel microbe qui rentre, il y aura la même immunité naturelle qui va se développer. Si le virus du sida qui rentre, ou bien le virus de la grippe, ou bien la bactérie de la salmonelle, ou bien n'importe quel micro-organisme, il y aura toujours la même immunité naturelle qui se développe. Toutes les cellules de l'organisme peuvent donc détecter la présence des germes pathogènes. Alors, toutes nos cellules peuvent détecter le germe pathogène et attirent sur place. Ils vont détecter donc les cellules de notre corps. Par exemple, si le microbe rentre dans la peau de la main, les cellules qui se trouvent sous la peau de la main, ils vont détecter le microbe et ils vont attirer sur place des éléments spécialisés dans l'immunité naturelle pour le détruire. Donc ça, nous avons donc l'immunité naturelle. Alors, on a un schéma qui résume un petit peu tout ce qui se passe. Alors, un micro-organisme qui va rentrer, il va dépasser les barrières physiques, chimiques, microbiologiques. On aura donc la voie alterne du complément ou bien des lectines, on va voir ça tout à l'heure, qui font partie de la barrière chimique. Il y a des granulations des mastocytes, des compléments, phagocytose des macrophages résidents. Donc, il y aura donc une sorte de phagocytose de ces micro-organismes. Donc là, c'est l'immunité innée qui va se développer entre 0 et 4 heures. Ensuite, il y aura une réaction inflammatoire localisée qui va déclencher la réaction immunitaire spécifique, d'accord? Hein, d'accord? Alors, cette réponse, donc cette réaction immunitaire spécifique qui va se développer pour si jamais le microbe n'est pas éliminé, d'accord? Si le microbe est éliminé, donc il n'y aura pas de réaction immunitaire spécifique. D'accord? Alors, en résumé, nous disons que quand un microbe rentre dans l'organisme, il y a le développement, il est détecté par des cellules de l'immunité. Il y a donc des cellules qui vont donc le détruire. Hein, c'est l'immunité non spécifique. Si le microbe n'est pas détruit, il y aura le déclenchement de la réaction immunitaire spécifique qui va être spécifique pour cet antigène hein, et qui va donc, on va le détailler après, qui va produire des anticorps, etc., qui vont participer dans la destruction du micro-organisme. Alors, petit 2, nous avons donc ce que c'est que le système de perception des micro-organismes pathogènes, le PAMP et le PRR. Alors, nos cellules, je vous ai dit, toutes les cellules du corps sont capables de repérer, de détecter les micro-organismes étrangers. Cela se fait grâce à une reconnaissance d'un récepteur ligand entre le micro-organisme et la cellule du corps. Alors, la perception du micro-organisme étranger dès son entrée dans l'organisme au cours de l'immunité non spécifique, c'est-à-dire la distinction entre le soi et le non-soi, les cellules du corps sont le soi et les cellules étrangères sont le non-soi, se fait grâce à des récepteurs qui s'appellent le PRR. Ces cellules, donc ce PRR se trouve sur les cellules immunitaires. Alors, ces cellules immunitaires qui vont reconnaître spécifiquement des motifs universels sur ces germes pathogènes qui s'appellent le PAMP. D'accord? Alors, les cellules, nos cellules, ou bien les cellules immunitaires possèdent des récepteurs PRR, ces PRR qui peuvent reconnaître des motifs PAMP, des motifs PAMP qui se trouvent sur les micro-organismes, et le PRR peuvent se fixer sur le PAMP pour déclencher la réaction immunitaire. Alors, ce sont donc des signatures stéréotypiques, ça veut dire que c'est comme une clé et une serrure, ça veut dire que c'est dans l'espace. Donc, ce sont des
signature moléculaire sur la membrane des germes pathogènes POMP. C'est pas pathogène associated molecular pattern. Ça veut dire ce sont des récepteurs sur les micro-organismes pathogènes. Alors, ils ne sont pas chez les cellules hôtes, ils se trouvent seulement chez les cellules, chez les micro-organismes étrangers, et ils sont partagés par de grands groupes d'agents pathogènes. Ça veut dire que la plupart des agents pathogènes possèdent ces récepteurs POMP. Alors, vous avez ici un schéma. Vous avez donc une cellule pathogène. Vous avez le POMP ici. Hein, donc un motif POMP qui va suffixer sur la cellule, donc une cellule du corps. Vous avez le récepteur PRR qui va suffixer sur le POMP et il y aura donc déclenchement d'une réaction immunitaire. Alors les POMP sont présents uniquement chez les micro-organismes invariants qui ont conservé une grande partie de leur fonction, sont conservés au cours de l'évolution. Ils sont essentiels pour la survie des micro-organismes. Ça veut dire que les micro-organismes, s'ils perdent leur pompe, ils vont mourir. Hein. Donc, ils sont essentiels pour la survie de ces micro-organismes. D'accord? Alors, ceux qui ne possèdent pas les formes fonctionnelles de pompe perdent leur capacité infectieuse. Alors, la fixation du PRR, le récepteur cellulaire, sur le POMP, donc le motif qui se trouve sur le micro-organisme, est indispensable au déclenchement de la réaction immunitaire non spécifique. D'accord? La réaction immunitaire non spécifique, au début, elle est obligée elle passe par la reconnaissance du PRR POMP. Cette fixation PRR POMP va déclencher la réaction immunitaire non spécifique ou bien la phagocytose. On va voir que la réaction immunitaire non spécifique, elle est surtout aboutie à la phagocytose, ça veut dire la digestion, la destruction du micro-organisme et la production de médiateurs chimiques qui participent dans l'inflammation et la destruction du micro-organisme. Alors, on va voir après, dans un TD et aussi dans le cours, que quand il y a l'entrée du micro-organisme, il y a des facteurs chimiques qui vont permettre l'inflammation, ce qu'on appelle l'inflammation, on va voir après ce que c'est que l'inflammation, qui va participer de façon très active dans la destruction du micro-organisme. Alors, les cellules qui possèdent des PRR, hein, on a dit, ce sont toutes les cellules du corps, hein, toutes les cellules dendritiques, on va les voir, ce que c'est que les cellules dendritiques, ce sont des cellules immunitaires, les mastocytes, les granulocytes, qui sont aussi des cellules immunitaires des globules blancs. Elles détectent le pathogène, hein, donc ces cellules dendritiques vont vont détecter le pathogène et ils vont le fixer, l'immobiliser. Donc c'est surtout les cellules dendritiques qui vont faire ça et ils vont donc l'immobiliser. Ils produisent ensuite des médiateurs chimiques, l'histamine et des prostaglandines, qui sont des facteurs de l'inflammation. Ce sont donc des indicateurs, qui sont des activateurs, sont des activateurs de l'inflammation. L'histamine et la prostaglandine sont des activateurs de l'inflammation, phénomène qui est indispensable au déclenchement de la réaction immunitaire et l'élimination du germe pathogène. D'accord? Alors, vous avez ici un schéma qui représente ici, vous avez les cellules du col, la cellule résidente, quelles sont les molécules qu'elles vont produire et quelle est l'action qui va en découler. Vous avez donc les PRR qui vont reconnaître les pompes. Alors, donc, par l'intermédiaire des cellules dendritiques, qui vont permettre la détection du micro-organisme, l'immobilisation de ces micro-organismes et la sécrétion de minéraux, de médiateurs chimiques et de l'inflammation. Vous avez également les mastocytes qui se trouvent aussi sous la peau. Vous avez les macrophages qui sont responsables de la phagocytose, des granulocytes également. Alors ceux-là, ils vont permettre la détection du micro-organisme et la sécrétion de médiateurs chimiques de l'inflammation. Alors ces médiateurs chimiques, vous allez avoir ou bien des cytokines pro-inflammatoires comme le TNF qu'on va voir. Vous avez l'histamine également,
hein, qui va permettre l'augmentation de la perméabilité vasculaire. On va voir ça après dans un TD. Et vous avez également des prostaglandines qui sont des facteurs de vasodilatation. Ça veut dire qu'ils vont élargir la paroi des vaisseaux sanguins et l'apport de sang. Et également, ils participent dans le phénomène de la douleur. Quand on se blesse, il y a une douleur qui est provoquée par, entre autres, par les prostaglandines. D'accord? Donc, quand un micro-organisme est détecté par ces cellules-là, il y aura donc cette détection, immobilisation par les cellules dendritiques, sécrétion du médiateur chimique, donc des cytokines, d'histamine, prostaglandines, qui vont donc participer dans l'inflammation et donc ce qui va favoriser la destruction du micro-organisme. D'accord? Alors, quatrièmement, on va voir maintenant les cellules de notre corps. Donc, on a vu donc ces barrières et certaines cellules qui participent dans donc cette reconnaissance du pompe par le PRR qui vont donc déclencher la phagocyte, déclencher la réaction immunitaire non spécifique, sécrétion de médiateurs qui vont permettre l'inflammation et favoriser la destruction. On va voir aussi donc là les cellules qui participent dans l'immunité innée et qui peuvent aussi participer dans l'immunité spécifique. Alors ce schéma-là représente à peu près, vous avez des cellules de la moelle rouge. Alors la moelle rouge qui se trouve à l'intérieur des os, qui possède donc les cellules souches, c'est elle qui va donner toutes les cellules du sang, que ce soit les globules rouges, que ce soit les plaquettes et que ce soit les globules blancs, ça s'appelle l'hématopoïèse. D'accord? Alors, vous avez ces cellules souches, ça veut dire ces cellules souches hématopoïétiques, ça veut dire qu'ils peuvent donner toutes sortes de cellules sanguines. Vous avez deux lignées, une lignée lymphoïde et une lignée myéloïde. Alors, cette lignée lymphoïde qui va donc donner donc des progénitures lymphoïdes, vous avez des lymphocytes B, des lymphocytes T et des natural killers, d'accord? Et donc cette lignée qui va donner ce genre de cellules. Et vous avez la deuxième lignée myéloïde qui va donner toutes les autres cellules du sang, qui sont donc les progénitures myéloïdes, donc ils vont donner les granulocytes, donc ils vont donner donc les granulocytes qui vont donner également les cellules dendritiques, donc et vous avez aussi qui peuvent donner également des neutrophiles, des éosinophiles, basophiles, monocytes, etc. Et vous avez également des cellules qui vont donner les globules rouges et aussi donner des progénitures qui vont donner donc les plaquettes. D'accord? Alors, ces cellules qui vont donc migrer dans le nœud ganglionnaire qu'on va voir, lymphocyte B, lymphocyte T, natural killer. Et vous avez également des natural killers qui peuvent aussi découler de la lignée myéloïde. Donc, ils peuvent découler de la lignée lymphoïde et de la lignée myéloïde. Et on va voir ça, ces cellules-là, on va les voir en détail tout à l'heure. Alors, ces cellules sanguines sont à l'origine des cellules qui participent dans l'immunité. Alors, je vais répéter ce que j'ai vu ce qu'on a vu dans le schéma. À partir d'une cellule souche pluripotente de la moelle rouge, cette cellule-là, nous allons avoir de l'os donc qui donne plusieurs types de cellules différentes. On obtient donc deux lignées différentes. Une lignée myéloïde qui donne donc les lymphocytes, les cellules natural killer, lymphocyte B, lymphocyte T, natural killer, donc ce sont des cellules tueuses, et les cellules dendritiques, les CD, d'accord? Et ces CD qui peuvent également provenir, comme on a dit ici, ces CD qui peuvent également provenir de la lignée myéloïde. Alors, vous avez la lignée myéloïde, donc qui donne les autres cellules du sang, les monocytes, les neutrophiles, les éosinophiles, les acidophiles, le mastocyte, les cellules dendritiques, les plaquettes. Donc, les monocytes du sang donc, passent dans le tissu. Donc, vous avez ici les monocytes du sang, ils passent ici dans le tissu, ils vont donc se transformer en macrophages. Ils passent dans le tissu et se transforment en macrophages. Alors, les mastocytes passent également du sang vers le tissu. Donc, les mastocytes peuvent également passer du sang dans le tissu. On va le voir dans la réaction inflammatoire dans le TD.
Alors là, on a terminé dans notre deuxième cours sur l'immunologie que je vous demande de revoir. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer donc des emails sur la plateforme ou bien à mon email personnel. Je suis prêt à vous répondre. Je vous remercie.